Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le numéro 2 des podcasts interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Gulven de chez Roadhouse. Gulven va nous parler bien sûr de l'aventure Roadhouse, comment tout ça est né, bien sûr des nouveautés, parce qu'il y en a plein chez Roadhouse, elles sont peut-être passées inaperçues. Et surtout, ne partez pas avant la fin, il va nous présenter les 3 cannes pour la pêche du bar en 2024, quels sont ses coups de cœur et pourquoi. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent débuter, vous aurez plein de conseils. Pour ceux qui montent déjà, vous en aurez aussi. Donc je vous laisse regarder ce podcast. Et ce podcast, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est aussi quelque chose que l'on peut juste écouter en se mettant un casque dans les oreilles, dans le métro, dans le bus, en voiture. Pas forcément besoin de regarder la vidéo, juste écouter. Je vous laisse regarder ça jusqu'à la fin. Salut Goulben, comment vas-tu? Salut, salut, ça va très très bien. De retour de vacances, donc la patate et la niaque qui va bien. Bon, c'est cool, ça. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui, parce qu'on a eu l'occasion de se croiser sur des salons, etc. Et puis à l'occasion de mes piètres tentatives de monter des câbles, je suis plutôt pas mal réussi, mais c'était un vrai plaisir. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant qu'on passe un petit peu de temps ensemble aujourd'hui, parce que, Bah ouais, c'est cool, parce cool. que voilà, Rodaos c'est un peu une institution quand même. Je veux dire, tout le monde connaît pas, mais quand même beaucoup de gens connaissent. Et puis je pense que tu as été quelqu'un de novateur. Et déjà, c'est un peu ma première question, c'est voilà, comment, à un moment donné, il t'est venu l'idée de passer d'une époque où on allait acheter sa canne toute faite, etc., à, en gros, je vais vendre du kit et puis chacun va se faire plaisir à faire son propre matos, ses propres conceptions, etc. Comment cette idée folle t'est venue? Bah écoute, c'est simple, moi tu vois, ça m'est venu il y a le road building, moi j'ai dû commencer ça il y a une vingtaine d'années, et pour le coup, à ce moment-là, moi j'étais charpentier. Donc je construisais des maisons, etc. Et j'avais une démarche, une réflexion qui était super axée sur l'outil, quoi. C'est-à-dire que tu vois, sur un chantier, tu vas bosser avec du Ilty, mais tu vas pas bosser avec du Bosch, quoi. Et à ce moment-là, j'étais aussi très très investi dans le tournoi, la compétition qu'on appelait la Labrax Cup à l'époque, et où bah, on se mesurait à ce qui se fait de mieux en fait sur le plan d'eau. Et moi, je faisais déjà, alors je suis pas super compétiteur à la base, mais je faisais ces compètes pour apprendre, parce qu'à un moment donné, quand tu es sur la même zone et que le mec qui est à côté de toi dans le bateau, il fait des poissons, et puis toi, t'en fais pas, bah, c'est que t'as raté quelque chose et quelque chose à comprendre. Et puis donc au début, on prenait des raclés, puis à la fin, on prenait de moins en moins des raclés, et on commençait à être plutôt bien placé. Et, euh, et je me suis posé, si tu veux, en tant que charpentier à l'époque, je me suis posé la même question que bah, la question de l'outil, c'est-à-dire que il y a des super bonnes cannes partout, c'est pas le sujet, mais moi j'étais pas content de ce que je trouvais. Et j'avais entendu parler de mecs aux États-Unis qui montaient leurs cannes, donc je trouvais l'idée complètement dingue, complètement fascinante. Et avec quelques mecs, avec quelques potes de la Braille 56 Team à l'époque, qui était le forum à l'époque où c'était pas encore sur Facebook, mais c'était sur les forums, on a passé nos premières commandes aux US. Et puis là, bah, il y a eu vraiment l'effet wow, quoi. C'est-à-dire que tu reçois du matos. Alors déjà, tu tournes autour, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tuto en français, il n'y avait rien du tout, ça n'existait pas. Donc tu te démerdes avec les unités impériales et tout, c'est un peu compliqué. Tu reçois ton matos, et puis là, avec quelques potes, bah, on avait commencé à monter nos cannes, comme on pouvait, mais vraiment, voilà, comme on pouvait. Et puis là, tu vas pêcher avec, et puis waouh, bah là t'hallucines complet quoi. Enfin, faut bien imaginer que c'était les premiers blancs à basse américains là, donc des trucs super coniques. Pour ceux qui connaissent un peu la géométrie des blancs et tout, des trucs super coniques, action de pointe, super sonore, super light et tout. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible quoi. À un moment donné, pour 200 balles, je viens de monter un truc, c'est un avion de chasse, j'ai jamais eu ça entre les mains. Et donc, bah, c'est parti de là, et puis tu montes 5 cannes, tu montes 10 cannes, à chaque fois quand tu commandes ton matos, tu te fais défoncer par la douane, etc. au retour. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais en fait, il y a personne qui s'occupe de ça en France, pas grand monde en Europe, etc. Et je me suis lancé, c'est-à-dire qu'avec un pote de la Braille 56 Team à l'époque, bah, j'ai vendu mon bateau. Moi, ma seule fortune, c'était mon bateau. J'ai vendu mon bateau pour 10 000 balles, et je me suis lancé avec ces sous-là. Donc, avec un site que m'avait fait un pote, etc. Enfin, vraiment en mode euh, aventurier, quoi, si tu veux. Et je crois que c'est pareil, Rodolphe, ça a quasiment 15 ans maintenant, ça aura 15 ans dans un an. Et c'était presque une époque qui permettait
de faire ce genre de truc, quoi. Voilà. Une belle aventure humaine et entrepreneuriale parce que voilà, c'est aussi aujourd'hui une belle entreprise. Quand on voit le parcours, bah justement, tiens, aujourd'hui, c'est quoi Roadhouse, toi, qu'on voit un petit peu l'évolution entre ce premier petit site internet et ce que tu fais aujourd'hui? Bah, écoute, Roadhouse, on est 12 maintenant, on est 12 à temps complet à bosser dans Roadhouse, donc ouais, il y a eu du chemin, quoi. Ouais. Moi, j'ai commencé vraiment pour de vrai tout seul dans mon garage, là. Le truc que j'aime bien dire, parce que tu sais, ça fait GAFA, ça fait Amazon, ça fait Ouais, Google. C'est le Bill Gates de la canne à pêche en fait. Je rigole, hein, vraiment je rigole, mais c'est une histoire que j'aime bien raconter. Et pour le coup, bah ouais, j'ai vraiment commencé ça, tu vois, dans le sous-sol de mon pavillon à l'époque, où j'avais rechaulé les murs pour que ce soit pas trop dégueulasse, etc., machin, parce que j'y passais toutes mes journées. Et, euh, et maintenant, ouais, on est 12. Donc on a nos propres locaux basés à Sarzeau. On est sur 300 mètres carrés là. Nous, on est un entrepôt en fait. On est une machine à traiter des commandes qui tombent sur Internet. On n'est pas un magasin, quoi, voilà. Bah, on a eu, je sais même plus, moi, 4 ou 5 locaux du coup en 14 ans. Ouais. Bah, tu vois, j'ai une responsable d'exploitation, j'ai des préparateurs de commandes, j'ai des gens qui s'occupent de la communication, j'ai de la comptabilité, etc., etc. Enfin, comme dans toutes les boîtes, quoi, à un moment donné. Ouais. Donc ouais, ça Bon, une pousse, c'est cool. belle. Et puis là, on va construire, du coup, on va construire des nouveaux locaux. Donc, Ouais. on est encore lancé dans la construction de nouveaux locaux, là, travaux qui devraient démarrer dans pas très longtemps. Bon, bah, on va suivre tout ça. Alors, pour revenir au road building, il y a quand même un problème dans le road building que moi j'ai rencontré et Un, tous ceux qui m'en un parlent seul. un seul, il y a un premier. Alors, il n'y en a peut-être pas qu'un seul, mais il y en a un premier que j'ai rencontré perso et qu'en effet, j'ai fait quelques vidéos sur le road building et à chaque fois c'est revenu dans les questions. C'est que pour tout le monde, tant qu'on ne s'est pas lancé, on a l'impression que c'est un truc, mais qui est super compliqué, qui ne l'est pas. Je l'ai fait, il y en a plein qui l'ont fait et on s'aperçoit après coup que ça ne l'est pas. Mais quand même, il y a une espèce d'appréhension, voilà, avoir ce blanc, mettre de la colle, de la résine, etc., du vernis et autres. Si tu avais un conseil justement pour un débutant, quelqu'un qui a vraiment cette envie et vraiment, je vous dis quand même, faites gaffe, les gars, si vous vous lancez là-dedans, il y a un deux seconds problème, c'est que c'est un virus. Tu l'as dit tout à l'heure, on en monte une, on en monte deux, on en monte cinq, et puis Mhm. après on veut toujours une canne en plus, une spécificité technique, etc. Mais voilà, est-ce que toi, tu as un conseil à donner à un débutant, quelqu'un qui ne s'est pas lancé, avant de se lancer, pour voilà, se donner confiance? Bien sûr. Alors, le premier truc, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est le blanc. C'est pas compliqué. Et tous les mots que je vais utiliser, si tu veux, c'est vraiment des mots simples, des trucs, parce qu'il y a des mecs qui racontent beaucoup de choses, comme que ça soit dans la pêche ou que ça soit dans le road building, il y a toujours des mecs qui vont te complexifier les choses à l'extrême. Moi, mon métier, c'est de simplifier à l'extrême. Le point de départ, c'est le blanc. Un blanc, c'est quoi? C'est longueur, action, puissance. C'est-à-dire que ça peut faire 1,82 m, ça peut faire 2,50 m. Donc ça, c'est la longueur. Tout le monde sait ce que c'est qu'une longueur. C'est une puissance. Donc c'est une capacité ou à lancer des leurres ou à les animer en vertical. Donc la puissance, tout le monde comprend. Et c'est une action. C'est-à-dire que est-ce que ça va être progressif ou est-ce que ça va être plus de pointe, etc., etc. Longueur, action, puissance. Avec ces trois critères-là, à peu près, je te fais tous les blancs du monde. Donc le point de départ, c'est le blanc. J'ai envie de dire que si le pêcheur qui discute avec moi ou qui s'intéresse au road building, il a déjà pêché 2 ou 3 poissons dans sa vie, et souvent les pêcheurs, ils ont pêché 2 ou 3 poissons, pour le coup, il sait ce qu'il lui faut comme blanc. C'est-à-dire que le gars, il est capable de déterminer lui-même ce qu'il a besoin comme action, comme longueur et comme puissance. Il a pas besoin de je sais quel mec qui va décider à sa place, etc. On sait tous que pour lancer, il faut un peu de longueur. Pour éviter les décros, il faut un petit peu de souplesse, etc. Pour les gros poissons, il faut de la réserve de puissance. Tout ça, c'est des trucs qu'on sait. Donc moi, je dis, le point de départ, c'est le blanc. Et j'ai l'habitude de dire un peu en rigolant, tu vois, mi-figue, mi-raisin, que c'est presque le plus dur dans le road building à un moment donné, c'est de choisir son blanc. Parce que là, pour le coup, il y a une vraie problématique, c'est que le blanc, tu l'as pas chez toi, ça se commande sur Internet. Par rapport à ça,
il y a les communautés de pêcheurs. Et Roadhouse, c'est un truc, on est, je crois, la définition de ce qu'est une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que nous, on a commencé sur des forums, comme je disais, là, à l'époque où c'était vraiment les forums sur Internet qui faisaient tout. Donc le forum de Roadhouse, il existe toujours. Maintenant, ça a plus switché sur Facebook, Insta, etc. Mais il y a des communautés de road builders qui sont super dans le partage, qui sont super dans l'échange. Et je pense que pour moi, le bon point d'entrée, c'est d'aller s'inscrire sur ces communautés de pêcheurs, sur la fan zone de Roadhouse sur Facebook, etc. Et de poser une question. Tu dis, eh les gars, moi je pêche ça, je pêche le bar, je sais pas, en kayak, en machin, en bateau, au chat, toutes les techniques du monde. Et tu leur dis, conseillez-moi deux, trois bonnes refs, quoi. Et là, mais tu vas avoir des dizaines de gars qui vont te dire, eh ben, écoute, on te conseille ça, c'est éprouvé, ça marche, ça cartonne. Donc là, tu as ton blanc. Donc le blanc, c'est très facile. Et puis il y a un truc que je vais redire aussi plusieurs fois, c'est que Roadhouse, on répond aux mails, on a le poil doux, on est gentil, on répond aux mails, on répond aux coups de téléphone, etc. Donc il est possible de se caler un rendez-vous avec nos techniciens. Moi j'ai des gars qui passent la journée à faire ça, à répondre à toutes ces questions-là. Et une fois que tu as le blanc, pour une première canne, mon conseil, c'est de choisir un pack de poignées. Donc sur Roadhouse, tu vas trouver des dizaines et des dizaines de packs qui sont adaptés à tout. Donc là, c'est pareil. Limite, tu vas sur le site, tu vas dans la catégorie pack de poignées pour te faire l'œil. Et puis après, tu nous passes un coup de fil en disant est-ce que c'est compatible avec le blanc que j'ai choisi et tout. Puis tu vas avoir des gars au téléphone qui vont t'aider. Donc là, si tu veux, en 10 minutes, on a réglé la question du blanc, on a réglé la question du pack de poignée, et après, il reste les anneaux. Donc les anneaux, il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle, je vais utiliser un anglicisme là, qui s'appelle des spacing charts, donc des, des cartes d'espacement d'anneaux. Et là, c'est tout simplement Monsieur Fuji, le constructeur, le meilleur constructeur d'anneaux du monde, qui a des spacing charts qui te dit, bah, globalement, pour une canne de 2,13 m de 10-30 grammes de puissance, là j'utilise vraiment le truc voilà, que tout le monde utilise, et ben tu Ouais. places le premier anneau de Sion tu places le premier anneau à 9 cm, le deuxième à 11 cm, 13, etc., etc. Donc en fait, tu as des dizaines et des dizaines de spacing charts qui existent et qui te disent ce que tu peux faire de manière super simple et efficace en ne te trompant pas. Et nous, quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit salut, je veux une spacing chart pour ce blanc, etc., on lui donne la spacing chart, c'est aussi simple que ça. Donc tu les trouves sur internet, tu les trouves sur le site de Roadhouse, tu les trouves sur les packs d'anneaux qu'on vend, tu les trouves un peu partout. Donc voilà, le blanc, pack de poignées, les anneaux, spacing chart, ça c'est super simple. Et tout le reste après, c'est coller les éléments de poignée, faire une ligature, faire un vernis. Et pour tout ça, bah, moi je dis aux gars, faut séquencer, faut créer des étapes. Le premier truc que tu fais, tu montes ta poignée, voilà, tout simplement. Et tu vas sur Roadhouse, il y a des tutos pour ça. Faire une ligature, c'est tourner du fil autour de la patte de l'anneau. Je veux dire, tu l'as déjà fait, donc tu vois, faut pas être sorti de Saint-Cyr si tu veux, ou voilà, pour être, ça demande pas des compétences super ésotériques et tout. Et, euh, et effectivement, après, il y a une partie qui fait souvent un petit peu peur aux gens, qui est le vernis. Et, euh, et le vernis, bah écoute, moi je te conseille d'aller sur le site de Roadhouse, il y a des super bons tutos qui expliquent comment les bonnes règles de base pour faire un bon vernis sans se planter, quoi. Voilà. Moi, je confirme, hein, c'est beaucoup plus d'appréhension que de complexité. En fait, c'est voilà, on a quelques angoisses avant de se lancer, mais je peux témoigner que l'accompagnement des gars qui bossent avec toi, il est au top, et tous ceux qui vont sur Facebook peuvent voir que quand il y a des questions, il y a toujours un tas de réponses et qu'il y a un vrai accompagnement. Euh, qu'on a tous, moi ça a été mon cas, on a quasiment tous autour de nous quelqu'un qui a déjà monté une canne, donc bah, quand il fait pas beau, que c'est l'hiver, qu'il pleut toute la journée, qu'il fait froid, ça peut être un petit moment sympa de partager avec un copain, de se mettre une journée entière dans l'atelier, et puis voilà, d'avoir quelqu'un qui a déjà fait pour pouvoir un petit peu guider. Donc en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé, et c'est vraiment cool. Par contre j'ai vu passer sur Facebook là que bah, tu avais pris une initiative qui me semble super intéressante, avec la possibilité aujourd'hui de se faire coaché à domicile ou presque à domicile, tu vas nous dire ça, par un pro. Ah ouais, alors en l'occurrence, le pro c'est moi, et là mon métier, moi, il va Un changer grand cette pro année. alors.
Non, non, je le dis toujours, moi je suis un petit roadbuilder. Tu vois, il y a des mecs qui se battent pour être les meilleurs roadbuilders du monde et tout. C'est pas du tout mon propos. Moi, je suis avant tout un pêcheur. Mon truc, moi, c'est la pêche. Et le roadbuilding, c'est la capacité de se créer l'outil. Et tu vois, c'est moi sur la décoration, etc. Tous ces trucs-là, c'est pas du tout mon truc. Moi, je fais des choses très très simples. Bah, moi, une canne, il faut que j'y passe 5 heures dessus max. Après, je m'ennuie. Mais ce qui m'amuse, c'est le blanc et les anneaux. Et voilà. Et là, effectivement, par contre, on a lancé cette année un super gros programme de formation, donc qui s'adresse principalement on va dire, aux groupes de pêcheurs déjà constitués, c'est-à-dire tout ce qui va être les clubs, les assos, les fédés, les APPMA, etc., etc. Et en fait, nous, on se déplace partout en France. On a acheté un camion exprès pour ça, là, pour transporter le matos, etc. Et on fait monter aux gens une canne à pêche sur une journée. Donc on commence tôt le matin, à 7 heures du mat, on attaque. On fait monter aux gens une canne toute simple. Donc la canne, on va dire que c'est presque un prétexte. C'est une petite 5,25 grammes, tu vois, de 6 pieds, avec une poignée pleine, toute simple, etc. L'idée, au-delà de la canne, c'est surtout de montrer aux gens tous les gestes, c'est-à-dire repérer l'épine du blanc, rimer les éléments de poignée, comment faire un collage qui tient la route, les ligatures, les vernis, etc. On fait tout ça sur la matinée et à 13 heures, les cannes sont en train de tourner sur les dryers et on casse la croûte et puis l'après-midi, ben, on échange avec les gars sur il y en a un qui veut monter une canne à mouche, comment ça se passe une canne à mouche, il y en a un qui veut monter une canne exo, comment ça se passe une canne exo, etc., etc. Tous les cas particuliers, voyage, casting, machin. Et, alors comment on fait ça? Comment on fait ça? Eh ben écoute, c'est un truc, c'est un sujet pour la petite histoire sur lequel ça fait 1 an que je bosse. Donc je fais pas que ça, mais le fait d'assembler, si tu veux, toutes les petites briques, les petits trucs et tout qui constituent à un moment donné ce programme de formation, pour y réfléchir, etc. Ça m'a vraiment pris 1 an. Et parce que faire monter à des gars qui n'ont jamais monté une canne à pêche, faire monter une canne en une journée, Ouais. on est les premiers au monde à le faire. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est qu'on a mis au point, tout le monde monte la même canne, parce que vraiment, j'insiste, c'est pas la canne qui est importante, c'est tous les gestes qu'on va avoir pendant cette formation qui vont ensuite permettre de monter toutes les cannes du monde. Quand tu montes une canne casting, une canne exo, une canne fly, les gestes et les principes sont exactement les mêmes. Et donc, en fait, on a mis au point une petite vidéo qui dure de 15-20 minutes, dans laquelle on reprend tous les composants qui vont être mis en œuvre le jour de la formation. On demande à tous les participants à cette formation de visionner cette vidéo, ce qui fait que le cerveau, il se met en marche, le cerveau, il crée Ouais. des séquences, il voit ce qui va se passer, et les mecs, quand ils arrivent à la formation, eh ben, ils sont OP, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font des trucs qu'ils ont déjà vus pendant la vidéo, et ça se met en place tout seul. Et le secret, il est là, et on a trouvé, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, je pourrais te filer le lien, tu pourras peut-être la mettre à ce moment-là, et on a Ouais. trouvé un petit tuto aussi, on a trouvé une manière d'expliquer aux gens comment s'entraîner à faire des ligatures chez eux avec un moulinet. Normalement, tous les pêcheurs, ils ont un moulinet chez eux et un bout de carton, un carton. Et avec ça, donc t'as pas besoin de matos, t'as pas besoin d'acheter un banc, etc. Avec juste ça, chez toi, tu peux t'entraîner à commencer à faire des ligatures. Et donc, on a fait des sessions de formation. On a déjà fait des sessions de formation. Moi, j'en ai fait avec des gars de mon club là sur la presqu'île de Ruiz, des mecs qui avaient jamais monté une canne à pêche de toute leur vie. Je les prends le matin, 7 heures. Le soir, ils repartent avec leur canne à pêche qu'ils ont monté. Donc, c'est un truc, on l'a déjà fait à l'échelle 1-1. On sait que ça fonctionne parfaitement bien. Et on demande une participation aux frais donc de 75 euros par personne, sachant que le soir, tu repars avec ta canne et puis que tu as été formé ben, voilà, par un pro. On se déplace partout et on a annoncé cette formation au salon de Clermont et ça a été un succès, mais un truc de ouf. Là, j'ai plus une seule place disponible sur le premier semestre Énorme. 2024. Il me reste 3 dates à l'instant T dispo sur le deuxième semestre 2024 et on va commencer à booker sur 2025. Donc ouais, c'est un truc de Top, fou. top, top. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les mecs, tous les gens là, ils ont commencé à
Moi, j'ai déjà des milliers, des dizaines de milliers de clients, on va dire, qui ont commencé à monter leur canne avec les tutos. Et puis là, bah, c'est pour aller chercher les gens qui se sentent pas de se lancer eux-mêmes juste avec les tutos. Bah, on va aller leur montrer ça en direct, quoi. Ok, c'est cool. Donc, il faut être une dizaine de personnes, je crois, c'est ça. Et c'est à partir du Ouais, moment où il y a un petit groupe de 10, on peut s'inscrire en fonction des dates dispo, quoi. ouais, c'est ça. Pareil, je te donnerai l'URL de la landing page là, qu'on a créée pour ça. Mais voilà, faut être une dizaine, faut avoir accès à une salle. C'est pour ça qu'on bosse beaucoup voilà, les APPMA, les Des FED, assos. etc., machin, qu'on déjà à la fois des structures de communication en interne pour passer le mot, genre, Ouais. hey les gars, il y a une date qui est prévue à telle date, et puis qu'on a accès à une salle où on peut s'installer tranquille, quoi. Voilà. Ok, super. Bon, écoute, ça me semble être une belle initiative. La preuve, c'est que vu la demande que vous avez, c'est que il y avait de la demande en tout cas. Bon, par contre, Goulben, moi j'ai un truc que je comprends pas, quoi. Mm. Euh, En fait, road house, road building, tout ce que tu viens de nous dire et on sent la passion là derrière. Et puis j'apprends quoi? J'apprends que tu te lances aussi dans la canne pré-montée. J'ai cru voir du Edge Rod distribué par Roadhouse. Donc voilà, c'est quoi là? Tu fais, tu t'es trompé de chemin, c'est quoi le truc? En fait, alors nous, on bosse beaucoup historiquement avec une boîte qui s'appelle Northfork Composite. Alors que toi, tu as monté des cannes, donc tu connais. Il y a plein de J'en ai gens qui plusieurs, ouais. ouais, il y a plein de gens qui connaissent pas. Northfork Composite, c'est la marque d'un grand monsieur que j'ai rencontré plusieurs fois, qui s'appelle Gary Loomis. Tu vas en Italie, par exemple, Gary Loomis, c'est un dieu sur terre. On a fait plein de salons là-bas. Tu t'arrêtes n'importe quel mec, tu lui dis Gary Loomis, les mecs ils connaissent. En France, un peu moins. Gary Loomis, c'est le monsieur qui en 74, là, il a commencé, ça a été un des tout pionniers à faire des cannes à pêche en carbone. À cette époque-là, il était responsable du design de cannes à pêche chez Lamy Glace. Il entend parler des mecs qui mettent en place des composites sur les Boeing, parce que c'est à Seattle, c'est juste à côté des usines Boeing. Et il se dit, waouh, ça pourrait être pas mal de faire des cannes à pêche en carbone, quoi. Il en parle à ses patrons de chez Lamy Glace. Et là, les gars lui disent, laisse tomber, personne ne fera jamais des cannes à pêche en carbone. Et donc, lui, il démissionne, c'est drôle, lui, il démissionne de la Glace. C'est un ancien machiniste de la Navy, donc c'est un mec qui est capable de construire des machines, de les réparer, etc., etc. Et en gros, moi, je la fais un petit peu courte parce que l'histoire est longue, mais bah, il fait partie de ceux, avec Fenwick et d'autres à l'époque, qui réussissent à faire vraiment les premiers mecs du monde qui font des cannes à pêche en carbone. Donc Northfork Composite, après, il a fait sa marque de canne à pêche qui s'appelle Gélinis, etc., qu'il avait revendu à Shimano, blabla. Bon, il y a plein d'histoires. Et il a refondé sa boîte à lui qui s'appelle Northfork Composite en 2010. Et nous, on les distribue en Europe depuis 2011. Donc, on a une relation qui est forte, on va dire. Et, euh, et eux, bah, ils ont lancé, si tu veux, ils ont lancé. À la base, ils faisaient que des composites, que des blancs. Et là, ils ont lancé. Alors, moi, c'est un truc avec eux qui est dans le pipe. J'entends parler de ce sujet-là. J'ai eu les tout premiers logos en 2015. Donc c'est pour te dire que pour moi, dans Ouais. ma tête, c'est nouveau pour les gens, mais moi, c'est pas un sujet neuf du tout. Et à un moment donné, bah, ils lancent leur marque de canne à pêche. Et là, je vais raconter une vraie histoire, donc je m'adresse au cerveau des gens. Je pense que tout le monde peut comprendre ce genre de truc. Ils lancent leur marque de canne à pêche, et si tu veux, basé sur des super blancs, les blancs Northfork, etc. Et, euh, bah, il me propose la distribution. Et moi, je vais pas dire non. Si tu veux, je vais pas dire, ah non, 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 je m'occupe que du rebuilding, c'est pas possible, j'en veux pas et tout, c'est juste pas possible. Et ça, je passe mon temps depuis 15 ans à dire à tout le monde que ces blancs sont fabuleux et tout. Donc, je vais pas laisser ça, si tu veux, à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on s'occupe, voilà. On s'occupe de Edge Rods, ce qui est un virage stratégique important, effectivement. Et on est les distributeurs pour l'Europe de cette marque-là. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoute, ça veut dire que pour tous les gens qui ont envie d'avoir accès à cette qualité de blanc, à cette histoire, à cet héritage, et qui n'ont pas envie, les pauvres, de monter leur canne à pêche, et ben écoute, ils peuvent les acheter directement tout monté sous la marque Edge Rods. Voilà. Et on expédie, pareil, comme pour Roadhouse, on expédie dans toute l'Europe tous les jours. Voilà.
Bon, une belle complémentarité en fait, en effet, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Un NFC, je Mm. crois que c'est ce que j'ai le plus moi dans les blancs que j'ai montés. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est une qualité assez exceptionnelle. Donc quand on n'a pas envie de monter, bon bah voilà, il y a solution Edgerod. Donc une belle initiative, une belle complémentarité avec Roadhouse. Alors justement dans la complémentarité, j'ai vu aussi, bah, décidément, il y a quand même de la nouveauté là, ce début d'année 2024, que tu avais aussi sélectionné toujours dans ce côté. Chercher la qualité, chercher le bon produit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de tout, on voit de tous les prix, mais on voit aussi beaucoup de cochonneries. Mm. On va citer personne, hein, on veut être bien avec tout le monde, mais quand même, chacun trouvera forcément. Et comment dire, tu as aussi sélectionné des accessoires. Quand je dis accessoires, je parle de trèches, je parle d'émerillons, des choses comme ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ouais, bah écoute, on a. Alors ça, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, on est focus depuis longtemps. Et on a, bah écoute, à force de grossir, on va dire, dans l'industrie, on a évidemment des contacts avec tout le monde, on voyage, je passe beaucoup de temps maintenant aux États-Unis, etc. On fait énormément de rencontres. Et bah, on a eu des opportunités. Et donc là, par exemple, bah, on arrive effectivement avec de la tresse, euh, voilà, sous la marque Road Builders Republic. Euh, c'est une tresse qu'on sort en prix public, on doit être de mémoire à une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. C'est un, j'ai envie de dire que c'est un scandale. C'est-à-dire que c'est, au début, les gens pensent que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est pas un bon rapport qualité-prix, c'est le top. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un super bon produit. Par contre, effectivement, notre force, c'est qu'on travaille en direct avec les usines. C'est-à-dire que là, nous, maintenant, on est donneur d'ordre, entre guillemets. On a trouvé, donc on a testé beaucoup d'usines. Ça fait vraiment un paquet de temps qu'on est dessus, avec des produits qui ne nous convenaient pas. Et là, sur la tresse, on est sur un développement commun, c'est-à-dire où on a fait créer à cette usine qui produit son propre BE, c'est une usine qui produit son propre matériau, ce qui est assez D'accord. rare, ce qui est pas courant, on va dire, c'est pas rare, mais c'est pas courant. On leur a dit exactement ce qu'on voulait, donc on a beaucoup testé, beaucoup utilisé, et là on sort un produit qui est clairement dans le haut du panier. Après, et on pêche, je veux dire, on est des pêcheurs, on sait ce que c'est qu'une tresse. Et pour le coup, bah, effectivement, ça, on est très bien positionné en termes de prix parce qu'il y a nous, puis il y a l'usine, quoi. Voilà, donc Ouais. c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc c'est un très bon produit. On est arrivé sur où il y a un développement commun avec eux. On a sorti un produit qui n'existait pas dans leur line-up. On arrive effectivement aussi avec du terminal tackle. Donc tout ça, c'est disponible sur le site de Roadhouse, hein. On a des rollings, tu vois, qui sont adaptés au ton, etc. Machin, mais pas que. On a, on a des agrafes, on a des anneaux brisés, etc. Pareil, on travaille exactement de la même manière en direct avec l'usine. Donc là, il n'y a pas de développement. C'est pas du quand on fait Ok. du dev, on le dit. Et puis quand on n'en fait pas, bah écoute, on le dit aussi. Ça, c'est juste de la sélection, effectivement. On a travaillé un petit peu sur la couleur parce que nous, on souhaitait avoir du terminal tackle pas brillant, mais plutôt sur une couleur un petit peu mate pour Mhm. plus de discrétion. Mm. Et on arrive, c'est pareil, avec un matériel qui est juste ce qui se fait de mieux. Enfin, je vais pas citer de nom, mais c'est ce qui se fait de mieux sur un positionnement de prix qui est sans équivalent aussi, quoi. Ok. Bon, toujours dans cet esprit, trouver le bon rapport qualité-prix, mais avec de la vraie qualité. Donc, je trouve ça C'est ça. intéressant en complément quoi, des cannes. Donc là, au moment où on tourne, on est vers le 10 mars. Le temps de monter la vidéo, voilà, on va arriver dans les derniers jours de mars. Ça veut dire que il y a beaucoup de pêcheurs qui ont des tremblements depuis quelques temps parce Ah qu'on oui, manque ça pique. de pêche, de bar, voilà, de retrouver notre cher ami Labrax. Bon, alors moi j'ai envie de te poser la question. J'ai mes idées en tête, mais toi, si tu devais définir je sais pas, les deux trois blancs pour pêcher le bar en 2024, tirer vers quoi? Enfin, est-ce que déjà on peut répondre à cette question? C'est peut-être pas forcément si évident que ça, mais voilà, qu'est-ce que tu conseillerais comme blanc? Bah écoute, alors moi je suis un amoureux transi de la. Pareil, je vais rester au début chez Northfork. Je sais pas si tu en as eu, mais
je pense que tu en as une MB705HM. Non, je Euh, n'ai pas celle-là. Arrête, tu vas me donner encore des envies. J'ai encore il passé te du temps à faut monter une des câbles. MB705HM. Pour moi, et tu vois, j'ai accès. On a Roadhouse maintenant, on a 750 références de blancs différentes. 750 références en stock, hein, qu'on peut expédier tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que je peux monter tout, n'importe quoi. Évidemment, je suis le patron, donc j'ai accès à tout. Mais moi, je reviens sans cesse sur ma 705. J'avais pété la mienne en faisant absolument n'importe quoi avec. Elle avait fait des centaines de poissons. C'était pas de sa faute, mais je me suis remonté quoi? Je me suis remonté une 705 HM. C'est un blanc de 2,13 m, qui est on va dire que si t'es sur un Black Mino, pour utiliser un langage que tout le monde comprend, si t'es sur un BM 120 tête de 25, ben voilà, t'es juste le roi du pétrole. Et 2,13 m avec une action, la fameuse action qu'on adore en Europe, qui est ni trop de pointe, façon trop américaine, et même aux États-Unis, NFC, ils sont un peu disruptifs là-dessus, ni trop souple, tu vois, comme les blancs japonais qui parfois sont un peu rebutants pour ça. Et c'est entre les deux. Et nous, c'est marrant parce que tu vois, en Europe, sur une carte à façon de point de vue européen, on est entre les États-Unis et entre le Japon. Et vraiment, on aime ce genre d'action qui est pile poil entre les deux. Et donc moi, MB705HM, pour la petite histoire, un petit détail technique sur la MB705HM, c'est un carbone au module. À l'intérieur de tous les blancs, tu as quelque chose qui s'appelle le scream. C'est un espèce c'est une matrice en fait qui est faite en fibre de verre. Tu as ça sur tous les blancs du monde. Et eux, qui sert à ce que en fait quand un blanc plie, évidemment la section elle reste pas ronde, ça s'ovalise. Et c'est à ce moment-là que ça pète. Et donc le screen, il sert à renforcer le blanc à ce moment-là. Et normalement, il est fait de fibre de verre parce que c'est costaud, mais ça apporte un peu de poids. Sur toutes les séries HM de chez Northfork, tu as une technologie en fait de screen carbone. Et c'est pareil, c'est le père Gary Loomis qui a inventé cette tech-là. C'est pour ça quand on parle de lui, c'est pas juste pour dire que c'est pas notre gourou, que c'est pas notre skippy, mais c'est juste un mec qui fait vraiment des trucs puissants, des trucs pertinents. Et sur les séries HM de chez NFC, bah, le scrim en fibre de verre a été remplacé par un scrim carbone. C'est une technologie qui ensuite a été utilisée par d'autres constructeurs. Les Stis, je crois, sont faits en scrim carbone, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est pour te dire que tu es vraiment, techniquement parlant, tu es dans le très haut du panier. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant dans c'est ça qui est intéressant dans le road building, c'est que nous, on peut ouvrir le capot sur un blanc, sur une canne, et puis dire ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, vraiment. Donc sur un 705 HM, tu as ça, c'est des blancs à techno de screen carbone. Un autre blanc qui me paraît incontournable, on en a vendu des centaines et ça marche du feu de Dieu, c'est évidemment dans les séries Statements de chez Road Builders Republic. Donc ça, c'est nos séries à nous, dont certaines sont fabriquées aux US justement par Northfork Composite, mais sur nos designs. Donc tu as la Statement 724, qui est vraiment aussi pour tous les gars qui sont, on va dire, en recherche de sonorité pure et dure, sur des pêches à gratter. Le Statement 724, c'est en train de devenir une archi-référence. Euh, et donc toutes les séries Statement partagent cette même logique de très bon rapport prix et en même temps de qualité de résonance. Alors résonance, ça s'écrit c'est un truc que je vois tout le temps sur les forums et qui me fait hurler. Résonance, ça s'écrit R-E-S-O-N, tu vois, on parle de résonner comme une cloche d'horloge. C'est pas Ouais. résonner R-A-I comme un cerveau qui résonne, quoi, rien à voir. Pour l'amour du petit Jésus, écrivez-moi résonner, parce que c'est comme un son, quoi, tu vois. Et donc les séries Statement, ça marche du feu de Dieu. Donc tu as la 724 qui est une archi-référence, mais qui est aussi déclinée en 725, donc un petit peu plus puissant. Ce qui est l'occasion de faire un micro-cours en 2 secondes sur qu'est-ce que ça veut dire 724, qu'est-ce que ça veut dire 725. Il y a plein de gens qui imaginent qu'on se la joue avec des numéros un peu à la con. C'est tout le contraire. C'est que tu vois, 724, c'est 7 pieds 2. Bah, toi, tu sais, parce que tu as monté des câbles, mais c'est 7 pieds 2, 4. Ça veut dire que c'est la quatrième puissance dans la gamme. Donc, une 725 va être plus puissante, 726, etc., etc. Et en road building, à un moment donné, tous les trucs veulent dire quelque chose. Quoi, tu vois, MB, c'est Mac Bass, BB, c'est Bad Bouncing, etc., etc. En fait, la nomenclature, elle est dans le nom du blanc, quoi. Donc, Donc, pour revenir, MB 705 HM, Statement 724,
Et je pense que c'est difficile quand on parle de pêche au bar de faire l'impasse sur une MB 807 HM qui a un blanc de 8 pieds, donc là 807, qui a un blanc de 8 pieds, 2,43 m, super adapté à l'attraction. C'est vraiment le Ouais. blanc pour pêcher en 20-60 grammes, super résonance, vraiment une capacité de ferrage au top, grosse conicité, donc t'es tranquille sur tout type de poisson, de carnat. Et donc voilà mon triptyque, MB 705, Statement 724, MB 807. Avec ça, tu vas au bar tranquille, quoi. Bon, bah écoute, j'ai bon une fois sur trois, hein, puis j'ai la 807, mais j'ai pas les deux autres. J'ai une 733, moi. Ah, 733, Euh, c'est bien aussi, ouais. ouais, Souvent on oppose la 733, qui est super pour moi. La 733, c'est une machine à faire du linéaire, et la ouais. 724 va être plus résonante et plus sèche pour gratter. Voilà. Donc voilà, je suis bon et condamné à me remonter de canne grâce à toi. Je te remercie beaucoup. Bon, avant qu'on termine, je pose toujours la question à mes invités. Voilà, tu as des années de pêche derrière toi, tu as des années de chef d'entreprise aussi derrière toi, de road building, etc. Est-ce que tu as une anecdote, un truc, toi, qui t'a marqué dans un salon, je ne sais pas. Voilà, un truc marrant que tu aurais envie de vous raconter là. Ah bah écoute, là si tu parles de salon, alors en fait c'est pas marrant. J'ai une anecdote, mais elle est pas marrante. Mais par contre elle est spectaculaire. C'était à l'époque quand on faisait le salon de Vicenza en Italie. On a été exposant là-bas plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de road builders en Italie, on a beaucoup de clients là-bas. Et, euh, et c'est un gros salon, mais un méga gros salon. C'est-à-dire que les salons, tu prends les plus gros salons, t'avais 7 halls à l'époque, 7 halls remplis, Vache. des dizaines de milliers de visiteurs et tout, c'était un truc de malade. Et ça a explosé en vol évidemment parce que les orgas, évidemment, comme tous les mecs habituels, se sont fâchés, donc ils ont fait plein de petits salons et depuis ça fait plus rien du tout. Mais à l'époque, c'était un gros salon. Et nous, on exposait là-bas, donc en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Le Covid. Donc, le vendredi soir, on tient la journée de salon. C'était un salon du vendredi au dimanche, normal. Le soir, on rentre à l'Airbnb là, avec nos pro staff italiens. On boit un coup, évidemment, hein, ils sont comme nous. Et pour le coup, d'un seul coup, mais c'était impressionnant. D'un seul coup, donc mes pro staff italiens, ils devaient être 4 ou 5, un truc comme ça. D'un seul, tous leurs téléphones se mettent à sonner, à envoyer des notifications de partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tous les mecs regardent leur truc, et là ils me disent Goulven, il y a le virus, il y a le virus en Italie. Et vraiment, mais c'était un truc mais de fou. Et en Italie, ils ont une histoire qui est un peu complexe avec tout ce qui est épidémie, etc., machin, qui a été Ouais. probablement plus dur qu'en France. Et et moi, j'ai des gars qui sont rentrés le soir même, ils sont rentrés chez eux en me disant, là, ma famille ne me laissera pas ici. Nous, on était à Vicenza, c'est entre la Lombardie et la Vénétie, c'est à la frontière. Et c'est là que ça a commencé. C'est-à-dire que le truc de fou, Ouais. c'est que là où ça a commencé, en Europe, nous, on était là ce week-end-là. Donc, tu vois, les mecs ont trop de chance. On était là ce week-end-là et, euh, nous au début, si tu veux, le premier truc, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Ouais. C'est donc l'aéroport de Venise qui se fait démater et tout. Il y avait tout le monde, tous les touristes qui essayaient de rentrer chez eux. Et puis après, tu te poses une deuxième question. Moi, j'aurais jamais cru que je pouvais me poser une question pareille. Mais est-ce qu'on doit rentrer chez nous? C'est-à-dire que même si on fait, les mecs nous laissent rentrer chez nous, si jamais vraiment il y a ce virus qui est un truc de fou et tout, est-ce que je dois rentrer? Nous, à cette époque-là, c'était en 2020, au tout début, c'était février 2020. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'était une ambiance, un contexte super particulier. Et nous, on était pile poil là où ça a démarré, à serrer des dizaines de mains par jour, à parler, tu vois, que dans un salon, tu parles à ça du nez des gens tout le temps. Donc, L'idéal ah, avec en, un bon virus comme celui-ci. en, en plein dans le rouge. Donc voilà, ça c'était une anecdote, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. Truc de fou, j'étais avec mon pote, pardon. Je veux bien te croire. Et heureusement, globalement, on peut dire que les choses se sont bien terminées. Malheureusement, pas pour tout le monde, mais bon, Ouais, globalement, ouais, ouais. ça aurait pu être bien pire. Donc toi qui es voilà, très impliqué dans le monde de la pêche, à titre perso par ta passion, et puis voilà, à titre professionnel, est-ce que, parce que c'est quand même un monde dans lequel il se passe beaucoup de choses en ce moment, qui bougent, peut-être avec un avenir qui est peut-être un peu moins doré que ce qu'il est aujourd'hui, est-ce que toi tu as envie de passer voilà, un message, est-ce que tu as une vision sur les choses que tu as envie de partager?
Tu veux dire sur la pêche ou sur... Ouais, sur la pêche, sur le monde de la pêche aujourd'hui, ou envie de passer un message aux pêcheurs, voilà. Si t'as pas, t'as Ouais, pas, bah hein, écoute, alors on moi, zappera la question. pour le coup, c'est encore pas trop des super nouvelles, je trouve, mais je trouve que l'ère du temps devient un peu compliqué en fait pour les pêcheurs. C'est-à-dire que là, euh, entre, tu vois, les écolos de parking, ben voilà, qu'on connaît tous, qui donnent des leçons sur une nature qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils connaissent pas, etc. Entre bah, des phénomènes de privatisation de la ressource qu'on voit arriver là justement comme sur le lieu Mm, récemment ou mm. sous couvert de protection de la ressource, ben, à un moment donné, on nous la choure, en fait, tout simplement. Ben, je trouve, alors moi, j'ai un message à donner. C'est pas très rigolo. On a rigolé sur le début de l'entretien, mais je pense que là, il faut que les pêcheurs prennent un peu leur destin en main. Moi, je sais que par exemple, à titre personnel, alors il y a le Coper là qui s'est lancé, tu vois, qui est une association de pêcheurs. Donc, bah, je soutiens le Coper de la même manière que je soutiens également le combat des fédérations de pêche auxquelles j'appartiens aussi. Et je trouve que toutes les énergies, à un moment donné, dont celle du Coper, bah, sont bonnes à prendre, voilà, pour éveiller un petit peu les consciences. Moi, je vais écrire un courrier, par exemple, au maire de ma ville pour lui demander de prendre position à un moment donné. Sarzeau, où est établi Rodaus, c'est une ville côtière, et je vais lui demander de prendre position à un moment donné sur les histoires du lieu, ce qui se passe sur la pêche au lieu. Donc, parce que je pense que là, il faut relocaliser un petit peu nos thématiques. On a beaucoup Oui. le réflexe d'aller à Bruxelles, etc. Machin. Moi, je suis désolé, hein, j'ai des débats animés tout le temps avec mes potes là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que les pêcheurs à Bruxelles, si tu veux, j'ai pas l'impression qu'on pèse grand-chose. Donc, j'ai l'impression que plutôt que de taper à l'échelon du haut, j'ai l'impression au contraire qu'il faut relocaliser les débats et Mm. demander aux mecs ce qu'ils en pensent. Ça se trouve, le maire de Sarzeau, si tu veux, de là où je suis, comme ça peut être le maire de Dunkerque, de n'importe où, et ben, il a pas d'avis là-dessus. Mais au moins, nous, on lui aura demandé de se positionner et il se dira, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être qu'un jour où il discutera avec le préfet ou avec je sais pas qui, il lui dira, tiens, t'as vu, Raymond, c'est bizarre, moi, les pêcheurs de mon coin, ils vont demander un truc sur le lieu, etc. Et je pense qu'en relocalisant un petit peu les débats à un échelon où on peut se faire entendre, ben, on aura probablement plus de poids. Donc voilà, là j'ai envie de dire attention, ça devient un peu. On rigolait à un moment donné des chasseurs qui étaient attaqués par tout le monde, sauf que les chasseurs ils sont super organisés et puis ils ont des instances représentatives puissantes. Nous Ouais. là j'ai l'impression qu'on va se faire un peu dégommer et que pour le coup il faut réagir. Voilà. Je suis bien d'accord. Et quand on regarde les réseaux, je dirais moins de râleurs et plus d'acteurs, parce qu'on a tous notre Mmh, pouvoir, un pouvoir d'écrire à son maire, un pouvoir de consommateur aussi mmh, sur certains éléments, etc. Et je te rejoins complètement là-dessus. On arrive au final, mon cher Goulben, et là, on va passer à l'interview dilemme. oula, Donc, l'interview dilemme, bah, je vais te poser enfin, un double choix. Et dans ce double choix, bah, tu dois me choisir pour toi un des deux, voilà, très rapidement, très instinctivement. ok. Est-ce que tu es prêt? Allez, vas-y. Alors, on y va. Ma première question, c'est mer ou eau douce? Merde. Bar ou thon? Bon, Ah, je crois que tu as déjà répondu à la question qui vient juste derrière, mais USA, Japon? USA, mais je connais pas le Japon, donc USA. D'accord. Au moins sur les blancs, enfin, voilà, tu as quelques belles références venant des US. Et plutôt leur souple ou leur dur? Leur souple. Je sais que tu es musicien, plutôt que reggae ou rock'n'roll? Rock'n'roll. Ah, celle-là, elle va plaire. Bretagne ou Normandie? Bretagne. Allez, je t'en veux pas. Goulven, hey. Eh ouais. Traction ou gratter? Gratté. Et là, ça va pas être deux choix, mais trois choix que je te propose. Liège, carbone ou Eva? Carbone. Je me suis pas encore lancé dans le carbone, mais j'en ai très très envie. J'étais très liège, j'aime bien cette matière un peu vivante, on va dire. Mais plus je vois le carbone, plus j'ai Quand envie t'as de me goûté au lancer. carbone, c'est addictif. Voilà. Bon, bah écoute, tu m'as donné les blancs à monter tout à l'heure. Je sais que maintenant j'ai la poignée carbone à prendre avec et tout ira bien. Paimpol ou Glénan? Glénan. Je les ai Et gagnés, la mais question. ça date un peu, mais voilà quoi. Tu as gagné les Glénans? Ouais, mais quand je dis que Ah, ça je ne date, savais quand pas. je dis que ça date, c'est avec mon pote Morgan, c'est 2015 si tu veux. Donc en fait, en Ah, vrai, ça va faire 10 piges, mais c'est le genre de truc, je me réveille en disant les Glénans et je m'endors en pensant aux Glénans, quoi.
Bah, écoute, tu sais que j'ai été happé par les Antilles il y a quelques mois, mais c'était parce que je ne suis jamais, moi, allé au Glénan, jamais, jamais de ma vie, et j'avais ce projet-là pour 2023, et bon, voilà, je vais attendre que le soleil soit Faut aller couché au Glen. Ouais. ici et que je revienne dans ma Normandie pour aller voir ça. Et la question bonus, mais t'imagines que celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. Rhum vieux ou rhum blanc? Rhum blanc parce que t'y penches, voilà, parce que t'y penches. Et pour moi, je fais partie de ceux pour qui le t'y penche se fait au rhum blanc. Voilà. Je suis bien d'accord, je te rejoins à 100% là-dessus. Donc, bah écoute, c'est une belle conclusion parce que ce que j'espère, c'est qu'un de ces quatre, on pourra se faire ce petit punch Ah ensemble à ouais. l'occasion d'une rencontre. Mm. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous regardent voilà, de se lancer avec tous les moyens que tu offres par l'intermédiaire de Roadhouse. Et puis bah, je ne peux qu'encourager ça parce que franchement, c'est une belle démarche et on se fait plaisir avec sa petite canne à soi, avec ses couleurs à soi, ses ligateurs à soi, sa petite poignée liège au carbone, etc. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Je te Ah, remercie, Goulven. Je te merci laisse à le toi. mot de la fin. Bah écoute, ouais, alors le mot de la fin, le mot de la fin, le mot de la fin, je suis un marin, donc je vais faire une phrase, ce sera pas juste un mot, mais tu vois, moi ça fait 15 ans que je parle, que c'est mon métier de parler de rockboarding aux gens, que je leur parle du matos et tout, et de la qualité du matos qu'on propose, et je sais que pour moi maintenant, le plus important, presque au-delà du matos, c'est les questions que tu te poses, tu vois, les questions que tu te poses quand tu montes ta canne, longueur de poignée, longueur du blanc, etc. Et ça, c'est des trucs qui font avancer dans sa pêche. Voilà pour moi. Ça marche. Merci à tous. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Ciao.